De la Chine à la Suisse, la pénurie de courant menace. Les prix augmentent et l'inquiétude aussi, avec les besoins croissants d'électricité liés à la transition énergétique. L'une des réponses, c'est la construction de nouvelles centrales nucléaires, une annonce faite par Emmanuel Macron. La transition énergétique va accroître le besoin de minerais et terres rares, avec le rôle incontournable de la Chine comme principal producteur. L'arrêt des trains, des usines, les restrictions pour le chauffage et l'éclairage, ce sont des réalités que vivent déjà de nombreux Chinois confrontés à des coupures d'électricité et qui menacent de nombreux autres pays. Nous reviendrons sur les causes, principalement liées au manque de charbon. Au niveau mondial, l'électricité, avec aujourd'hui 20% du mix qui est dominé au 4/5 par les énergies fossiles, va devenir l'une des principales sources d'énergie. 31% en 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie, si l'on applique l'accord de Paris. Et sans doute beaucoup plus avec l'électrification du parc automobile, des processus industriels et le déploiement des pompes à chaleur. Mais de nombreux inconnus subsistent. Va-t-on pouvoir stocker l'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes nécessaires à la transition? Faudra-t-il maintenir des centrales à gaz pour les pics de consommation? En France, on a un risque de blackout qui est limité. C'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui assure cette mission d'équilibre offre-demande et qui s'assure qu'il n'y ait pas de blackout en France, entre autres. Donc le risque de blackout général est assez limité, encore qu'on verra que ça peut arriver. Mais il y a ce qu'on appelle des congestions locales. Et en particulier, les deux zones qui posent problème d'un point de vue de congestion du système électrique, c'est la Bretagne et le Sud-Est. On voit sur cette carte de France, les zones bleues, c'est des zones où il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de production. Et les zones rouges, c'est les zones où il y a beaucoup de production et pas beaucoup de demandes. Alors si on est une zone bleue, mais qu'on est très interconnecté, par exemple comme en Île-de-France, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas un problème de congestion électrique en Île-de-France. En revanche, si on est une zone bleue et qu'on a un maillage électrique un peu moins dense, comme c'est le cas en Bretagne et à Nice, ça peut être un problème. Donc il y a aujourd'hui en France, même s'il n'y a pas vraiment de problème local, il y a deux congestions locales, la Bretagne et Nice. Si une fois il n'y a plus d'électricité nulle part, il est certain que déjà rien que pour se déplacer dans ce bâtiment, ça pose des problèmes immédiats. Car une partie des portes fonctionne de manière électronique avec des badges. Ce sont des systèmes qui ne fonctionnent plus en général quand ils ne sont plus alimentés en électricité. Alors imaginons qu'on arrive quand même à se déplacer dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez travailler dans des conditions où vous n'avez pas accès à l'électricité? Quelles sont encore les tâches et les processus que vous pouvez effectuer sans avoir accès à un système électronique? Alors peut-être à ce moment-là, on se demande, mais est-ce que cette situation, elle est uniquement circonscrite à ce bâtiment-là ou elle est plus importante? Et peut-être qu'après une demi-heure, on commence à se poser des questions. Et encore à ce moment-là, les téléphones mobiles fonctionnent dans le sens où on a accès encore au réseau. Et avec les réseaux, on a aussi accès à Internet. Et on peut encore échanger des nouvelles et puis peut-être appeler des proches pour leur demander si eux aussi ils connaissent cette situation. Étant donné qu'on est dans l'ère de l'information continue, probablement que s'il y a une coupure de courant, paradoxalement, on pourra s'informer dans les sites d'information continue jusqu'à un certain point. Et ce point-là, c'est que au bout d'un moment, ces réseaux ne vont plus fonctionner. Et vous n'aurez plus accès à l'information ou au contact que vous souhaitez avoir. Et dans ces situations-là, c'est tellement inhabituel, c'est légèrement irritant, il faut faire autre chose si tout à coup on ne peut plus travailler dans ces conditions. Et on arrive près de la période dans laquelle on a le repas de midi, et on peut se déplacer pour aller manger. La problématique, c'est que les restaurants ont principalement une alimentation électrique pour ce qui concerne pour la cuisine et le service. Et dans ces conditions-là, ceux-ci sont bien placés pour délivrer leur service. D'autant plus que, compte tenu qu'on n'a plus accès à l'électricité dans d'autres domaines, comme par exemple le fait de pouvoir réchauffer des plats au micro-ondes, eh bien, ceux-ci
probablement auront une clientèle plus importante après un événement de ce type-là. Et les restaurants qui sont soit situés dans la pénombre, soit qui n'ont pas accès à une cuisinière à gaz, seront incapables de fournir des plats cuisinés ou des plats réchauffés. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut encore manger des sandwichs et se diriger vers une des boulangeries les plus proches d'ici. Dans ce cas-là, on arrive à une autre problématique. Et je ne sais pas si vous seriez capable de pouvoir manger ce jour-là. Qui parmi vous a encore du cash sur lui? C'est une bonne nouvelle. Parce que une fois que l'électricité tombe et que les réseaux de communication aussi, les réseaux de paiement électronique ne fonctionnent plus. Et oui, à ce moment-là, la seule monnaie d'échange qui fait foi demeure le cash. Alors dans cette certaine situation dans laquelle il y a de la confiance qui s'établit entre un commerçant et ses clients, il peut tout à fait y avoir crédit. Dans d'autres, ou notamment dans des grands centres urbains dans lesquels l'anonymat est la règle, il est à envisager que les transactions s'arrêtent ou qu'en fait elles ralentissent fortement. C'est une situation très agaçante et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur comment vont nos proches et qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver. C'est tellement inhabituel de fonctionner sans électricité. C'est tellement dérangeant aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se coordonner ou pour coordonner ses activités lorsqu'on n'a pas d'électricité? Surtout si parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont des enfants qui sont à l'école et en fait, parce que c'est le mode de vie occidental, on habite à la campagne et que ça nécessite d'aller les chercher, ça nécessite ensuite d'aller les ramener, ça nécessite de les conduire à leurs activités. À partir de quel moment est-ce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui leur arrive alors que j'ai plus de moyens de communication avec, tout en sachant que fondamentalement, il n'y a rien qui a changé. Et si vous décidez d'aller les chercher, qu'est-ce qui se passerait? Sur les routes, on trouve beaucoup plus de bouchons que d'habitude. Pas sur l'autoroute, sur les routes urbaines. La raison, c'est que l'absence d'électricité désactive les feux de circulation et qu'en conséquence, un grand nombre d'accidents de la route se déroulent puisqu'on n'est plus habitué à conduire en étant attentif, sans guidance extérieure, dans une grande partie des cas. Dans ces conditions, on a aussi les transports publics qui sont alimentés à l'électricité, qui sont arrêtés sur les voies et qui bloquent les voies de circulation. Ça crée des conditions délicates pour pouvoir se mouvoir et aller chercher les nécessités de tous les jours. Imaginons que vous arriviez à retrouver vos enfants et retourner chez vous, que ce soit en ville ou bien plus loin dans la campagne. Au bout d'un certain moment, quelques heures, on aperçoit un phénomène qu'on ne voit d'habitude que dans des films particuliers. C'est des gens qui marchent le long de la route et dans des routes qui peuvent être tout à fait désertes avec des voitures qui sont sur le bas-côté. Mais pourquoi donc? Parce qu'au bout d'un moment, les pompes qui sont elles-mêmes alimentées à l'électricité ne fonctionnent plus, elles n'ont plus de capacité de réserve, n'ont plus de générateur, et que c'est le cas également pour toutes les stations-service. Et tant mieux si vous avez du carburant, mais ça pose aussi la question directement, c'est que si tout à coup le carburant vient à devenir précieux, parce qu'il n'est plus distribué, comment est-ce qu'en fait on oriente ces déplacements? Ça fait toute une série de questions, une expérience de pensée. Et aujourd'hui, il fait chaud et on arrive dans la belle saison. Mais si on était en hiver et qu'il faisait -5 dehors, comme nous sommes ici dans un pays qui a massivement investi dans l'électricité nucléaire, il faut la rentabiliser. Et cette rentabilité se trouve notamment dans le choix de chauffage électrique. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous après une journée dans laquelle l'électricité s'arrête, quelle est la température de votre logement? Et comment est-ce que vous allez vous habituer à cette température-là? À ce moment-là, on se dit toujours que l'électricité va revenir, et c'est très probablement ce qui va arriver.
Cela dit, cette situation permet de mettre en évidence à quel point les habitudes et les conforts dans lesquels nous évoluons sont quelque peu vulnérables et que les considérer comme acquis pourrait être une erreur. Alors, c'est une expérience de pensée qui n'a pas pour vocation d'inspirer la crainte ou la croyance que c'est une situation qui pourrait se matérialiser. En revanche, ne pas penser que cette situation pourrait une fois se matérialiser, c'est s'empêcher d'aujourd'hui déjà mentalement se préparer à quoi faire durant ce type de situation. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire cette expérience de pensée quelque part? Je vous propose 3 points. Le premier, c'est que ce scénario-là, il est arrivé récemment au Venezuela et que les conséquences socio-économiques, les conséquences humaines et les conséquences économiques ont été terribles et continuent d'être terribles. Il est vrai que le Venezuela est un pays déjà aujourd'hui fortement fragilisé et que ses conditions, en particulier administratives et économiques, ont contribué à détériorer la situation. Mais ce qui est certain, c'est que si une société aujourd'hui peut subir des effets néfastes parce qu'elle est privée d'électricité, nos sociétés modernes, et parfois fières de l'être, peuvent l'être aussi. La seconde, c'est que ce scénario nous permet de mettre en évidence notre dépendance à l'électricité et comment sans elle, on est incapable de fonctionner. Et enfin, il permet de parler de l'objet même de ce scénario et pourquoi celui-ci est important, c'est le risque de blackout. Pour vous donner le cadre d'expression de cette intervention, je vais vous donner 2 éléments. Le premier, c'est qu'on pourrait placer mon propos sur un axe à la fois de précision et sur l'autre de pertinence. Généralement, on a une courbe de ce type-là qui se dessine quand on souhaite à la fois d'avoir une vue large et en même temps on veut être précis. On ne peut pas tout avoir, il y a un trade-off à faire entre les deux. Si vous preniez l'avis d'un physicien ou d'un astrophysicien pour être précis sur les effets des tempêtes solaires et les impulsions géomagnétiques et les perturbations qui y sont associées, on aurait probablement une classification au point que vous voyez à côté. Si on prenait un technicien en maintenance d'une centrale électrique, on le verrait probablement ici. Et moi, je ne prétends pas à une précision particulièrement importante, mais à mettre en évidence des dynamiques d'ensemble qui donnent sens à l'ensemble de ces savoirs autour du fonctionnement de l'électricité, du fonctionnement des sociétés, des vulnérabilités des sociétés et des phénomènes à la fois artificiels et naturels qui pourraient mettre en danger ces sociétés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par blackout? Alors, le blackout, c'est l'interruption de l'alimentation en courant. C'est sur un territoire donné, c'est sur une durée donnée. Et c'est un risque qui, aujourd'hui, qui peut affecter toutes nos sociétés. On peut avoir des interruptions de quelques heures, de quelques minutes, de quelques jours, voire peut-être plus. Et c'est probablement aujourd'hui un des risques les plus importants pour les sociétés modernes. Alors pourquoi est-ce que ce serait un de ces risques les plus importants? C'était l'objet de l'expérience de pensée. C'est aujourd'hui de montrer que sans électricité, toutes les activités humaines s'arrêtent. Pratiquement aucun secteur ne peut continuer à fonctionner. Et des ajustements deviennent immédiatement nécessaires. Je vous montre ici un élément qui me paraît très important, c'est une identification des interdépendances entre les secteurs critiques d'une société donnée. C'est une réduction qui a l'avantage d'être synthétique. Vous avez de manière horizontale les secteurs et de verticale d'autres secteurs. Il faut lire ce graphique. Un élément est important par rapport à un autre
de la ligne horizontale par rapport à la ligne verticale. Et le secteur qui est le plus critique par rapport à tous les autres secteurs qu'on peut identifier dans la société, c'est celui de l'approvisionnement électrique. Pourquoi en fait l'approvisionnement électrique? Parce que sans approvisionnement électrique, pratiquement aucun autre secteur ne peut fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est que les trois autres secteurs qui sont, si on les regroupe, qui sont les plus importants après l'approvisionnement électrique, dépendent directement de lui et sont aujourd'hui indispensables pour le fonctionnement de nos sociétés modernes. Ce sont les secteurs des télécommunications, des systèmes d'information de réseau et des systèmes d'instrumentation et de surveillance, des choses qu'on n'entend pas généralement, qu'on entend généralement peu souvent, mais qui sont au cœur même du fonctionnement des systèmes qui aujourd'hui nous permettent de vivre de la manière dont on vit. Alors, comment est-ce que concrètement le réseau électrique pourrait tomber? Et peut tomber dans deux cas de figure si on résume comme ça. La première cas de figure, c'est quand en fait il y a une trop grande différence entre la production et la consommation d'électricité. Ça crée des instabilités qui ensuite se matérialisent en une chute en cascade du réseau pour éviter que les composants principaux de ce réseau-là se détériorent sous l'influence d'une charge trop forte. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'en fait, dans un secteur particulier, la capacité de charge vient être dépassée, également pour les mêmes raisons. Et le premier facteur a trait à la production et à la consommation, et le second à la capacité du réseau de transport à effectivement transporter cette électricité. Le réseau électrique dans le monde entier est construit sur le principe suivant, c'est N-1. C'est-à-dire que le réseau électrique dispose de N éléments qui peuvent continuer à fonctionner lorsqu'en fait un de ceux-ci vient à être retiré du système. C'est valable aux échelons nationaux, c'est valable aux échelons régionaux, c'est valable aux échelons locaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne haute tension nationale qui tombe et le réseau est censé continuer à fonctionner quand même. On peut avoir un transformateur de quartier qui tombe et le réseau est censé continuer à fonctionner quand même. C'est ce système qui a été mis en place qui fait état d'une forme de prudence, mais une prudence qui a aussi ses limites. C'est-à-dire que si on dépasse un élément qui tombe et qu'on en arrive à deux, à ce moment-là, l'entier du réseau est mis en danger et va probablement tomber. Cela indique que plus un réseau est connecté, plus quelque part sa résilience par rapport à un des éléments qui peut tomber est importante, mais de l'autre côté, plus la potentialité que s'il y ait un ou deux éléments qui tombent, la potentialité que l'ensemble tombe est importante. La connexion permet de distribuer mieux les charges, mais elle accélère également la pénétration des perturbations dans les réseaux. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour des raisons économiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où on a connecté de manière massive les réseaux, parce qu'économiquement, il fait sens de vendre l'électricité quand elle peut être produite, alors que ce genre de système permet aussi d'accélérer la pénétration des perturbations dans les réseaux. Et c'est ce qu'on a vu lors de plusieurs épisodes de blackout, que ce soit également en Europe ou aux États-Unis. Alors, ça c'est un mécanisme, et il y a plusieurs types de déclencheurs qui ensuite font basculer un système d'un état stable à un état instable, indépendamment de savoir si celui-ci est préalablement vulnérable ou pas. On peut en dénombrer jusqu'à 300, voire peut-être plus, maintenant que les sociétés et les réseaux ont également évolué. Et on peut regrouper ces déclencheurs en trois types de catégories. La première, c'est celle des catastrophes naturelles. Parmi celles-ci, on a la neige, les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur, en particulier la grêle. Et on a également tout ce qui est autour des phénomènes électromagnétiques, notamment les tempêtes solaires. À noter qu'à l'avenir, les effets du changement climatique, en particulier avec les événements climatiques extrêmes, devraient accroître la prévalence de ce facteur-là comme cause de vulnérabilisation des réseaux et potentiellement de blackout, notamment avec
ouragans, tempêtes, etc. On a également des catastrophes techniques. Alors, catastrophe technique, c'est à la fois une centrale qui doit s'arrêter pour des questions accidentelles, c'est peut être une surcharge du réseau qui est techniquement accidentelle, des explosions, des accidents, des problèmes informatiques ou une perte soudaine de génération. Et on a tout ce qui est risques et menaces d'origine humaine. On a des sabotages et des attentats. Je le dis tout de suite, ça s'est déjà produit. Des attaques physiques, des cyberattaques, des erreurs humaines, bien entendu, les pandémies, la malveillance ou encore des attaques nucléaires, voire des attaques électromagnétiques. Quelle durée un blackout peut-il avoir? Alors, la durée d'un blackout dépend de la capacité d'un système donné à reconstruire le réseau électrique après que celui-ci soit tombé. Cette opération, ça s'appelle le black start, c'est-à-dire partir littéralement à froid quand c'est tout noir et qu'il s'agit de reconstruire un réseau. C'est une étape très délicate parce qu'elle demande en permanence d'ajuster la consommation à la production alors qu'on est justement dans une situation dans laquelle les consommateurs souhaitent pouvoir reconsommer le plus rapidement possible. C'est une situation d'autant plus délicate si on n'a pas accès à des sources énergétiques qui permettent de piloter cette production d'électricité. Parce que si on ne réussit pas à reconstruire de manière stable ce réseau, il s'effondrera à nouveau, avec un écart entre consommation et production. Cette reconstruction, elle s'effectue dans ce cadre-là en étapes. On reconstruit des secteurs, on reconstruit des capacités de génération qu'on attribue à des consommateurs, de manière à contrôler ce processus-là et à limiter les instabilités. Cette opération peut durer aussi longtemps que nécessaire pour rétablir le réseau et autant aussi que nécessaire pour rétablir les capacités de génération si elles ont été perdues. Elle pourrait même, dans certains cas, s'étaler sur des mois. Et ce point-là est généralement ignoré des exercices de préparation à des blackouts, c'est-à-dire c'est emblématique d'un biais de meilleur scénario possible qui se trouve dans un certain nombre de ces milieux, où on pense qu'une crise peut être réglée en une journée, ou que si elle en dure deux, elle ne va pas en durer plus. Or, les effets qui sont liés à la reconstruction d'un réseau après une coupure d'électricité peuvent s'étaler sur des durées bien plus importantes que ce qui est concerné par des exercices.